Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, l'Allemagne n'est pas juridiquement responsable de l'enfer qui s'est installé à Gaza, ou plutôt, elle ne l'est que de ses propres manquements à ses propres obligations internationales liées à cette épouvantable situation. Et elle l'est dans la mesure où ces manquements ont rendu possible ou facilité les violations graves des normes fondamentales du droit international général commises à l'encontre du peuple palestinien, non seulement dans la bande de Gaza, mais également dans les territoires occupés et en Israël même. C'est ce qui justifie la requête du Nicaragua contre l'Allemagne, aussi bien que la demande en indication de mesures conservatoires qui motive l'audience de ce jour. Je pense pouvoir passer rapidement sur la question du jus-standi du Nicaragua. Comme vous l'avez excellemment rappelé dans votre ordonnance du 26 janvier dernier, en vous référant à l'affaire qui oppose la Gambie au Myanmar, je cite, « Tous les États partis à la Convention sur le génocide ont, en souscrivant aux obligations contenues dans cet instrument, un intérêt commun à veiller à ce que le génocide soit prévenu, réprimé et puni. Ce sont des obligations erga omnes partes que chaque partie et État partie a un intérêt à faire respecter, notamment par l'introduction d'une instance devant la Cour. Mutatis mutandis, il en va de même dans la présente affaire. L'Allemagne et le Nicaragua sont partis à la Convention sur le génocide, dont ils tirent l'une et l'autre des obligations et des droits qu'ils sont fondés à invoquer devant vous. Toutefois, notre agent y a insisté, les demandes du Nicaragua ne se limitent pas à des violations de la Convention de 1948, elles portent également sur les violations par l'Allemagne des obligations qui lui incombent en vertu des 4 conventions de Genève de 1949, y compris la 4e, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, et de leur protocole de 1966. Nos demandes portent aussi sur d'autres de ces manquements de l'Allemagne à d'autres traités pertinents protégeant les droits de l'homme ou concernant le droit international humanitaire. Toutes ces conventions énoncent des obligations erga omnes partes que tout État partie a un intérêt juridique à faire respecter, y compris par l'introduction d'une instance devant la Cour. Comme vous l'avez souligné dans l'avis sur le mur, je vous cite, « Tous les États partis à la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 ont l'obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette convention. » Fin de citation. En outre, en tant que membre de la communauté internationale des États, le Nicaragua prie la Cour de constater et sanctionner les violations graves par l'Allemagne des obligations lui incombant en vertu de normes impératives du droit international général dans ces mêmes domaines, qu'il s'agisse de ses devoirs de prévention et de répression des crimes de génocide ou d'apartheid, de violation de principes fondamentaux en matière de droits de l'homme ou de droits humanitaires, ou de son droit à demander réparation dans l'intérêt du peuple palestinien. Ici encore, les constatations faites par la Cour dans Gambie contre Myanmar et rappelées dans votre ordonnance du 26 janvier doivent s'appliquer pleinement. Comme vous l'avez indiqué dans votre avis consultatif sur la licéité de la mesure ou de l'emploi d'armes nucléaires et rappelé sur la licéité de la menace, ou de l'emploi d'armes nucléaires est rappelé dans celui sur le mur, je vous cite,
un grand nombre de règles de droit humanitaire, du droit humanitaire applicable dans les conflits armés, sont si fondamentales pour le respect de la personne humaine et pour des considérations élémentaires d'humanité qu'elles s'imposent à tous les États, qu'ils aient ou non ratifié les instruments conventionnels qui les expriment, parce qu'elles constituent des principes intransgressibles du droit international coutumier. De l'avis de la Cour, les règles en question incorporent des obligations revêtant par essence un caractère erga omnes. Fin de citation. Je remarque en tout état de cause qu'à ce stade, il vous incombe seulement de vous prononcer sur votre compétence prima facie, sans que vous ayez besoin de vous assurer, je vous cite, de vous assurer de manière définitive que vous avez compétence quant au fond de l'affaire. A fortiori, vous n'êtes pas appelés, aujourd'hui, mesdames et messieurs les juges, à exercer votre compétence au fond. À ce stade, il vous appartient seulement d'indiquer les mesures urgentes de nature, et je vous cite à nouveau cette fois, à sauvegarder les droits que l'arrêt que vous aurez ultérieurement à rendre pourrait reconnaître au Nicaragua. C'est que la jurisprudence de la Cour repose sur une distinction entre deux notions différentes. D'une part, l'existence de la compétence de la Cour, et de l'autre, l'exercice de cette compétence lorsqu'elle est établie. Qu'en l'espèce, la compétence de la Cour soit établie prima facie pour se prononcer sur la requête ne peut faire aucune espèce de doute. Votre jurisprudence récente le confirme à suffisance, et cela suffit pour vous donner également compétence pour indiquer les mesures conservatoires demandées. Cela suffit aussi pour écarter l'objection que l'Allemagne ne manquera très probablement pas d'invoquer demain, fondée sur le principe de l'or monétaire, alors même qu'il s'agit par excellence d'une question qui relève non pas de l'existence de la compétence, qui ne saurait faire de doute, mais de son exercice. Même si les circonstances dramatiques de l'affaire qui vous est soumise aujourd'hui ne se prêtent guère à l'exposé d'états d'âme doctrinaux, permettez-moi de dire, Monsieur le Président, que je n'ai jamais compris l'utilité de ce prétendu principe, bien qu'il ait été énoncé dans une affaire présentant des caractéristiques tout à fait exceptionnelles. La Cour y a proclamé son attachement à plusieurs reprises au prix d'acrobaties intellectuelles qui me semblent parfois outrancières. S'il s'agit seulement de dire que la compétence de la Cour est fondée sur le consentement, l'article 59, combiné avec les possibilités d'intervention que le statut offre aux États en tant que partie ou non, l'article 59 me paraît suffire à la besogne. Comme vous l'avez d'ailleurs rappelé, citant l'arrêt numéro 11 de la Cour permanente, je cite, « Le but de l'article 59 est d'éviter que des principes juridiques admis par la Cour dans une affaire déterminée soient obligatoires pour d'autres États ou d'autres litiges. » Et il résulte clairement de cette dernière disposition que les principes et règles de droit international que la Cour aura estimés applicables dans les relations entre le Nicaragua et l'Allemagne et les indications qu'elle aura données quant à leur application pratique ne pourront pas être invoqués par les parties à l'encontre de tout autre État. Fin de citation. Mais admettons que le principe de l'or monétaire soit autre chose qu'une invention prétorienne conjoncturelle et sinon superflue, du moins clairement sans pertinence en la présente espèce. Et prenons-le sérieusement, deux arguments au moins doivent vous conduire, mesdames et messieurs les juges, à l'écarter. D'une part, comme je viens de le dire, la question ne se pose pas au stade des mesures conservatoires,
dans lequel il ne vous est pas demandé de vous prononcer sur le fond, au fond sur la situation juridique ou factuelle résultant de la violation des principes juridiques applicables. D'autre part, et de toute manière, il ne suffit pas que l'arrêt à intervenir soit, je cite, susceptible d'avoir des incidences sur les intérêts juridiques d'un État qui n'est pas partie à l'instance pour que le principe de l'ordre monétaire, si principe il y a, trouve à s'appliquer. Dans les termes mêmes utilisés dans l'arrêt de 1954, il n'en va ainsi que si la question essentielle, the vital issue, à trancher, a trait à la responsabilité internationale d'un État tiers. C'était le cas dans l'espèce très particulière de 1954, dans laquelle l'Italie demandait expressément à la Cour de décider que les gouvernements des États défendeurs lui remettent la quote-part d'or monétaire normalement dévolue à l'Albanie. Mais ce n'est pas le cas dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, dans laquelle aucune demande ne porte sur un droit quelconque d'un État tiers. La position prise par la Cour dans l'affaire de l'or monétaire ne saurait être utilisée pour empêcher la Cour de se prononcer sur d'empêcher la Cour de se prononcer sur une sur des demandes concernant un État qui accepte de se présenter devant elle. Monsieur le Président, c'est évidemment la requête qui, dans chaque affaire, permet de déterminer quelle est la question essentielle à trancher. En l'occurrence, la lecture de la requête introduite par le Nicaragua le 1er mars ne laisse aucun doute sur son objet. Il n'est pas de savoir si Israël a manqué à ses obligations internationales, mais bien si l'Allemagne a manqué aux siennes. Dans votre ordonnance du 26 janvier, vous avez considéré que la Cour n'est pas appelée à se prononcer définitivement sur le point de savoir si les droits de l'Afrique du Sud, que l'Afrique du Sud souhaite voir protégés existent. Il en va de même dans la présente espèce, dans laquelle, à ce stade, la Cour est seulement appelée à déterminer si les droits que le Nicaragua revendique et dont il sollicite la protection sont plausibles. Ici encore, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous faire perdre un temps précieux, ni de dilapider les minutes comptées dont nous disposons pour développer exagérément ce moyen. Dans votre sagesse, vous avez limité et vous limitez de plus en plus drastiquement le temps laissé aux échanges contradictoires entre les parties. Dans cette même ordonnance du 26 janvier, vous vous êtes déclaré, et je vous cite, d'avis que les faits et circonstances que vous aviez relevés alors suffisaient pour conclure qu'au moins certains des droits de l'Afrique du Sud, que l'Afrique du Sud revendique et dont elle sollicite la protection, sont plausibles. Il en va ainsi du droit des Palestiniens de Gaza d'être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes visés à l'article 3 de la Convention sur le génocide et du droit de l'Afrique du Sud de demander qu'Israël s'acquitte des obligations lui incombant au titre de la Convention. Fin de citation. Comme cela résulte des faits exposés par Daniel Müller, ceci est encore bien plus plausible, pour ne pas dire avéré, aujourd'hui. Vous l'avez confirmé dans votre ordonnance du 28 mars en visant les conditions désastreuses dans lesquelles visent les Palestiniens de la bande de Gaza se sont depuis le 26 janvier encore détériorées.
Et, je vous cite à nouveau, « La situation actuelle dont la Cour est saisie entraîne un risque accru qu'un préjudice irréparable soit causé aux droits plausibles du peuple palestinien à Gaza ». Les mesures sollicitées par le Nicaragua visent la protection de son droit à voir l'Allemagne respecter ses obligations en vertu de la Convention sur le génocide, ainsi que celle des droits concomitants du peuple palestinien qui est directement lésé par le comportement de l'Allemagne. C'est un droit, c'est aussi une obligation conventionnelle. Le même raisonnement s'impose sans la moindre hésitation s'agissant de la violation des grands traités protecteurs des droits humains ou de ceux qui témoignent et qui codifient le droit international humanitaire que j'ai énuméré tout à l'heure. En témoigne effroyablement l'enfer de Gaza dont vous avez fait état vous-même. Les exactions perpétuées par les colons israéliens dans le territoire palestinien occupé, avec le soutien du gouvernement israélien, dont sont victimes dans des proportions croissantes les Palestiniens de Cisjordanie. Ici encore, Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il faille être devin pour anticiper les protestations de la partie allemande. Oui, la situation humanitaire à Gaza est préoccupante. Et nous, c'est l'Allemagne que je fais parler, nous nous en inquiétons et l'avons fait savoir. Mais nous n'y sommes pour rien. Nous ne commettons aucun des actes génocidaires énumérés à l'article 2 de la Convention de 1948 et n'avons nullement l'intention de détruire en tout ou en partie le groupe national, ethnique, racial ou religieux, quelle qu'en soit la définition, que constitue le peuple palestinien. Et je ne doute pas que cette attitude à la Ponce Pilate s'exprimera avec une égale bonne conscience au sujet des violations des droits humains et du droit humanitaire. Il n'y a pas de soldats allemands à Gaza, ni dans le territoire palestinien occupé, et il faut comprendre, et on ne peut qu'approuver, le droit d'Israël de se défendre. À moins que, pris de scrupules, mes amis de l'autre côté de la barre fassent preuve de retenue sur ce point, et tant la disproportion de la riposte à l'attaque du Hamas du 7 octobre est monstrueuse, et alors que rien ne saurait, de toute manière, justifier le ciblage systématique des hôpitaux, des écoles et des distributions de vivres encore effectuées par les rares ONG qui arrivent à subsister à Gaza. Quoi qu'il en soit, il ne paraît pas douteux que l'Allemagne plaidera demain « c'est pas moi, Monsieur le Président, c'est pas moi, Monsieur le Président ». Si tel est le cas, c'est qu'elle se sera trompée de procès. L'objet de celui qui nous réunit est exposé de façon claire et précise dès le paragraphe 3 de la requête et réitéré dans les conclusions de celle-ci. Ce que le Nicaragua reproche à l'Allemagne, ce n'est pas, sous une réserve sur laquelle je reviendrai dans un instant, ce n'est pas de commettre un génocide dans la bande de Gaza ou en Palestine, mais c'est d'avoir manqué et de manquer à ses obligations aux siennes propres, d'empêcher que ce génocide soit commis et de punir les personnes qui le commettent ou qui se livrent à l'un quelconque des actes énumérés aux articles 2 et 3 de la Convention. Ce n'est pas de violer les obligations s'imposant aux belligérants, ce que l'Allemagne n'est pas, dans le conflit israélo-palestinien, ni à celles qui s'imposent plus spécialement aux puissances occupantes, ce que l'Allemagne n'est pas davantage. Ce que le Nicaragua lui reproche, c'est de ne pas respecter les obligations qui lui incombent, à elle, Allemagne, en vertu du droit international humanitaire,
qu'il lui appartient de faire respecter en toutes circonstances, y compris en s'acquittant de son obligation de poursuivre, de juger et de punir les personnes responsables ou accusées de crimes graves au regard du droit international, qu'il s'agisse de génocide, de crimes de guerre ou d'apartheid. Loin de s'en acquitter, c'est pour l'Allemagne business as usual. Ou plutôt, comme Daniel Müller l'a expliqué, business better than usual. Les ventes d'armes n'ont pas cessé, elles se sont amplifiées très considérablement. Le Nicaragua ne reproche pas non plus à l'Allemagne de pratiquer une politique d'apartheid contre le peuple palestinien ou de nier son droit à l'autodétermination. Ce qu'il lui reproche, c'est d'apporter une aide et une assistance au maintien de la discrimination raciale systématique et du régime d'apartheid dont ce peuple est victime, et de ne pas s'acquitter de son obligation de coopérer à la réalisation de son droit à disposer de lui-même en fournissant à Israël une aide notamment militaire utilisée et utilisable pour en empêcher l'exercice. Et c'est bien à l'Allemagne, pas à un autre État, pas à Israël, que le Nicaragua reproche d'avoir privé l'UNRWA de son aide financière pour ses activités à Gaza, l'empêchant ainsi de jouer son rôle humanitaire irremplaçable dans l'enclave, au moment où ce rôle est pourtant le plus indispensable, en y facilitant du même coup les exactions israéliennes et en aggravant la famine, le manque d'eau et de soins médicaux et l'aggravation de la catastrophe humanitaire. Il en va de même de la demande en indication de mesures conservatoires dont notre agent va lire la version finale dans quelques minutes. Dans les limites inhérentes à la compétence de la Cour, elle concerne toutes et exclusivement la seule Allemagne, qu'il s'agisse de la suspension immédiate par l'Allemagne de son aide à Israël, en particulier militaire, dans la mesure où elle est susceptible d'être utilisée pour violer la Convention sur les génocides ou d'autres normes impératives du droit international général, notamment en matière humanitaire. Du déploiement par l'Allemagne de tous les efforts nécessaires en vue de s'assurer que les armes déjà livrées à Israël ne soient pas utilisées pour commettre un génocide ou de manière à violer le droit international humanitaire, ou encore de la révocation par l'Allemagne de sa décision de suspendre ses contributions aux opérations de l'UNRWA à Gaza dans le cadre du respect de ses obligations de prévention du génocide et de violations graves du droit international humanitaire. Il s'agit de demandes précises et spécifiques qui concernent toute la seule Allemagne et qui sont toutes de nature à alléger dans l'immédiat les souffrances du peuple palestinien et les atteintes aux principes les plus fondamentaux du droit humanitaire, ainsi qu'à atténuer la pression génocidaire dont ce peuple est victime. Monsieur le Président, je n'entends pas entrer dans le détail des griefs du Nicaragua à l'égard de l'Allemagne, mais je voudrais donner quelques exemples d'existence autonome par rapport à ceux qui pourraient être adressés à Israël si ce pays acceptait la compétence de la Cour, hors la seule exception de l'article 8 de la Convention sur le génocide. Mais commençons par celui-ci, par le génocide. Je l'ai dit, sauf sur un point, il est vrai important, le Nicaragua n'accuse pas l'Allemagne de commettre un génocide contre le peuple palestinien à Gaza ou ailleurs. Ce dont il le rend responsable au premier chef, c'est de manquer à son obligation de prévenir et réprimer le crime de génocide, obligation qui pèse sur toutes les parties à la Convention de 1948.
Cela ressort du titre complet de la Convention et de son article 1er, dans lequel, je cite l'article 1er, les parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens qu'elles s'engagent à prévenir et à punir. Qu'elles s'engagent à prévenir et à punir. Comme la Cour l'a souligné avec une grande fermeté dans la première affaire contentieuse sur le génocide qui lui a été soumise, et je vous cite, « L'obligation pour chaque État contractant, de prévenir le génocide revêt une portée normative et une portée obligatoire. » L'Allemagne en est d'ailleurs bien consciente, elle s'est réclamée de ce devoir pour intervenir dans l'affaire du génocide contre les Rohingyas. Et elle s'en est expliquée plus précisément encore dans une déclaration du ministère fédéral des Affaires étrangères du 17 novembre 2023 que je cite en anglais. Germany feels it has a special responsibility to contribute to the fight against and the prevention and investigation of any potential genocide, and to send a message that states will be held accountable for all acts of genocide. Genocide concerns us all, wherever in the world it occurs. Well, I have never known how to use this. It was the first time I tried to use my phone. C'est cette obligation que l'Allemagne n'a pas respectée, c'est ce manquement que vous serez appelés à apprécier lors de l'examen de l'affaire au fond. Et je rappelle au passage qu'il s'agit d'une obligation de comportement et non de résultat, ce qui la différencie de celle de ne pas commettre un génocide, comme la Cour l'a également relevé dans son arrêt de 2007. Il en résulte, et c'est fondamental en ce qui nous concerne, que, je cite, l'obligation qui s'impose aux États parties est de mettre en œuvre tous les moyens qui sont raisonnablement à leur disposition en vue d'empêcher, dans la mesure du possible, le génocide. La responsabilité d'un État ne saurait être engagée pour la seule raison que le résultat recherché n'a pas été atteint. Elle l'est en revanche, si l'État a manqué manifestement de mettre en œuvre les mesures de prévention du génocide qui étaient à sa portée et qui auraient pu contribuer à l'empêcher. Fin de citation. Je sais bien, Monsieur le Président, que la responsabilité d'un État pour violation de l'obligation de prévenir le génocide n'est susceptible d'être retenue que si un génocide a effectivement été commis. Mais, comme la Cour l'a précisé également, cela ne signifie évidemment pas que l'obligation de prévenir le génocide ne prend naissance qu'au moment où le génocide commence à être perpétré, ce qui serait absurde, puisqu'une telle obligation a précisément pour objet d'empêcher ou de tenter d'empêcher la survenance d'un tel acte. Ce devoir de prévention et d'action prend naissance au moment où l'État a connaissance ou devrait normalement avoir connaissance de l'existence d'un risque sérieux de commission d'un génocide. Dès cet instant, l'État est tenu, s'il dispose de moyens susceptibles d'avoir un effet dissuasif à l'égard des personnes soupçonnées de préparer un génocide, ou dont on peut raisonnablement craindre qu'ils nourrissent l'intention spécifique dolus specialis de mettre en œuvre ces moyens selon les circonstances. Fin de citation. Il ne saurait faire de doute, Monsieur le Président, qu'au point où nous en sommes,
pour tout observateur, pour tout état de bonne foi, le seuil de prise de conscience est largement franchi. La plausibilité d'un génocide ou d'un apartheid, la matérialité, violation massive des règles les plus fondamentales du droit international humanitaire sont amplement dépassées. Au demeurant, au stade des mesures conservatoires, il vous suffit de déterminer d'une part la plausibilité qu'un génocide soit commis contre le peuple palestinien et d'autre part la plausibilité que l'Allemagne ne se soit pas acquittée de son obligation de mettre en œuvre tous les moyens qui sont raisonnablement à sa disposition en vue d'empêcher, dans la mesure du possible, le génocide et la violation de nombreux autres principes intransgressibles qui sont en cause. Sur la plausibilité d'un génocide, vous vous êtes prononcé par vos ordonnances du 26 janvier et du 28 mars dernier, et malheureusement, les choses n'ont fait qu'empirer depuis lors, comme Daniel Müller l'a montré, et elles empirent de jour en jour. J'ajoute que des actes qui, selon toute vraisemblance, relèvent de la définition du génocide, sont commis ailleurs qu'à Gaza, sur le territoire palestinien occupé. Or, l'Allemagne, non seulement n'a pas eu recours à tous les moyens dont elle disposait, notamment en tant que l'un des proches alliés d'Israël, pour faire cesser ces actes probables de génocide, mais elle continue à autoriser la livraison à une large échelle d'armes qui peuvent être utilisées pour le commettre. Toujours s'agissant du génocide, il y a autre chose. L'article 3 de la Convention de 1948, actuellement projetée, incrimine non seulement le génocide lui-même, tel qu'il est défini à l'article 2, mais aussi, entre autres, la complicité dans le génocide. Et dans son arrêt de 2007, la Cour a affirmé avec une grande netteté que la complicité, au sens littéra E de l'article 3 de la Convention, englobe sans nul doute la fourniture de moyens destinés à permettre ou à faciliter la commission du crime. Fin de citation. Élaborant davantage, vous avez relevé que, je cite, « si la complicité est comme telle une notion absente de l'actuelle terminologie du droit de la responsabilité internationale, elle se rapproche d'une catégorie qui est présente dans les règles coutumières qui composent le droit de la responsabilité des États, celle de l'aide ou assistance fournie par un État à la commission d'un fait illicite par un autre État. » Vous vous êtes référé à cet égard à l'article 16 des articles de la CDI sur la responsabilité de l'État qui exprime, vous le précisez, la règle coutumière suivante, et je le cite, « L'État qui aide ou assiste un autre État dans la commission du fait internationalement illicite par ce dernier est internationalement responsable pour avoir agi de la sorte dans le cas où, petit a, le dit État agit ainsi en connaissance des circonstances du fait internationalement illicite, et petit b, le fait serait internationalement illicite s'il était commis par cet État. » Fin de citation. Et vous avez précisé ne pas apercevoir, je cite, de raison d'établir une différence substantielle entre la complicité dans le génocide au sens du littéra E de l'article 3 de la Convention et l'aide ou assistance d'un État à la commission d'un acte illicite par un autre État au sens de l'article 16 précité. Comme le Nicaragua l'a montré dans sa requête, également complétée sur ce point par Maître Müller, l'Allemagne avait et a pleinement connaissance des risques d'utilisation des armes qu'elle fournissait et qu'elle continue de fournir à Israël en vue de commettre un génocide contre le peuple palestinien. Et il va de soi que le génocide en question serait internationalement illicite s'il était commis par l'Allemagne elle-même.
Il est urgentissime que celle-ci suspende enfin l'aide et l'assistance qu'elle fournit à cette fin. Ces aides et assistantes entrent pleinement dans la définition de la complicité incriminée en tant que telle par l'article 3 de la Convention. L'urgence de mettre fin à la livraison d'armes qui permettent à Israël de mener son entreprise mortifère a encore été rappelée tout dernièrement par le Conseil des droits de l'homme et par la rapporteuse spéciale sur les territoires palestiniens occupés. Cette dernière a affirmé, je cite en anglais, faute de version française disponible, « The Special Rapporteur urges member states to enforce a prohibition of genocide in accordance with their non-derogable obligations. Israel and those states that have been complicit must be held accountable and deliver reparations commensurate with the destruction, death and harm inflicted on the Palestinian people." Ms. Albanese called upon all states to, and I quote again, immediately implement an arms embargo on Israel, as it appears to have failed to comply with the binding measures ordered by the ICJ on 26 January 2024. Dans sa résolution de vendredi dernier, adoptée malgré le vote négatif de l'Allemagne, le Conseil des droits de l'homme a également exhorté tous les États à continuer de fournir au peuple palestinien une aide d'urgence, notamment une assistance humanitaire et une aide au développement, pour remédier à la crise financière et à la situation socio-économique et humanitaire désastreuse, en particulier dans la bande de Gaza. Et il a souligné le rôle de premier plan que joue l'UNRWA, qui fournit des services essentiels à des millions de Palestiniens dans la région, et demandé à tous les États de veiller à ce que l'Office reçoive un financement prévisible, durable et suffisant pour pouvoir s'acquitter de son mandat. Le Nicaragua vous invite, mesdames et messieurs de la Cour, à joindre votre voix, revêtue de la force obligatoire qui s'y attache, à celle de la rapporteuse spéciale et du Conseil des droits de l'homme, qui, pour autoriser qu'elle soit, sont dépourvus d'une telle autorité. Ce raisonnement est transposable, mutatis mutandis, à l'appui des autres mesures que le Nicaragua vous prie de bien vouloir indiquer, et il l'est a fortiori car l'exigence du dolus specialis, qui est l'une des conditions d'existence du génocide que vous avez d'ores et déjà jugé plausible, ne présente évidemment aucune pertinence s'agissant des violations du droit international humanitaire et des droits humains dont l'Allemagne doit être tenue responsable. Tel est assurément le cas en ce qui concerne ces mêmes fournitures d'armes qui ont pu servir, servent et risquent de servir encore à commettre des violations graves du droit international humanitaire, y compris des crimes de guerre ou le crime d'apartheid, alors qu'ici encore, elles ne pouvaient qu'être pleinement conscientes de ces risques et en tout cas de leur plausibilité. Ces obligations pèsent à l'évidence sur l'Allemagne et lui imposent de ne pas prêter aide et assistance à Israël dans ses actions contraires au droit international, mais bien au contraire, de mobiliser tous les moyens dont elle disposait et continue de disposer pour faire respecter le droit humanitaire. Il est d'autant plus crucial qu'elle s'en acquitte que l'Allemagne jouit d'un grand pouvoir d'influence auprès d'Israël, étant donné l'intensité des liens politiques qui unissent les deux États, liens dont l'Allemagne se prévaut en toute occasion. Monsieur le Président, l'Allemagne, qui a tout fait pour se repentir de la Shoah, et c'est tout à son honneur, est choquée
que l'on puisse, que l'on ose l'accuser d'aide et d'assistance au génocide, et même de ne pas respecter scrupuleusement les normes du droit international humanitaire également en jeu dans la présente affaire. Exactement comme Israël, qui se veut l'État du peuple juif, victime de l'hideuse Shoah. Et comme Israël est ulcéré que l'on puisse l'accuser de génocide. Mais personne n'est propriétaire de la marque génocide et aucun État, ni Israël, ni l'Allemagne, ne peut s'affranchir des règles fondamentales du droit international au prétexte qu'il peut se défendre ou aider la victime d'une attaque à se défendre. Vous devez, mesdames et messieurs les juges, le rappeler avec les moyens qui sont les vôtres, l'arme du droit, c'est ce que le Nicaragua vous demande. Monsieur le Président, avant de vous prier de bien vouloir rappeler à nouveau à cette barre l'ambassadeur Arguello Gomez, agent et avocat du Nicaragua, je tiens à vous adresser, mesdames et messieurs les juges, mes vifs remerciements pour votre écoute attentive. J'ai souvent eu l'occasion de prendre la parole dans le grand hall de justice, mais j'ai rarement, peut-être jamais, et eu aussi vivement la conscience de la responsabilité qui pèse sur tous les acteurs, pas de la comédie, mais du drame judiciaire qui se joue dans cette instance. Cette responsabilité, elle pèse sur les avocats des parties, comme elle pèse sur la Cour. Je vous remercie. Je remercie M. le professeur Pelé.